Comment s'appelait le directeur de l'IDEC? Marcel L'Herbier. Massa, c'est à lui que je m'étais adressé. Ah oui? Oui. J'avais dit, je voudrais trouver un jeune qui ne soit pas. Enfin, j'ai pas dit normal, mais. qui ne soit pas trop classique. Ah, j'ai ce qu'il vous faut. C'était vous. Ben oui, parce qu'il voulait beaucoup se débarrasser de moi. Ah, voilà. C'était l'IDEC, c'était l'école de cinéma et j'étais insupportable. Ouais. Ça m'étonne Alors pas. quand le commandant est venu pour demander quelqu'un qui savait nager, Hmm. je crois que c'était la seule la Oh non. requirement, le seul. Non. Il y a un truc qu'on Je pourrait facilement crois que j'étais le seul qui rapprocher. savait nager. À l'IDEC, c'était tous des intellectuels. Je vous dis, ils ont tout de suite pensé à moi parce que je crois qu'ils étaient très contents que je quitte l'école pendant un certain temps. Oh, Ah oui, quand même, quand même. il était bon élève. J'étais bon élève, mais Ah. mais j'étais un fauteur de troubles. Ouais, toujours été. En plus de ça, je m'étais fait bombarder chef de représentant des élèves auprès de la direction et j'arrêtais pas de râler parce que à l'époque l'IDEC c'était une école qui n'avait pas d'argent. Ouais. On faisait des tournages, on faisait semblant de tourner mais on n'avait pas de pellicule. Enfin c'était assez ridicule parce qu'on faisait de la théorie, pas de pratique et moi j'étais très impatient. J'étais dans la même promotion qu'Alain Cavalier et finalement on passait notre vie au cinéma et on était très peu à l'école. Et puis quand j'ai entendu dire que le commandant Cousteau cherchait un J'étais stagiaire, totalement inconnu, mon vieux. mais vous n'étiez pas du tout inconnu. Mais oui. Mais non. Je me rappelle d'un film que vous aviez fait peu de temps avant qui s'appelait Autour d'un récif. Oui, bon. Qui était un très très beau film et surtout ce qui m'avait frappé parce que moi j'étais fou de jazz. J'avais profité du passage par Paris de deux types extraordinaires. Don Bayas, Ah au oui, saxo, ah ben oui je comprends. et Kenny Clark à la batterie. Eh oui. Alors, ils étaient. Que j'ai utilisé pour mon premier film Ascenseur pour Ah, l'échafaud. voilà. C'est drôle. Je savais pas que c'était Kenny oui. Clark. Et j'ai enregistré ce film, c'est l'originalité du film. On passait le film, il y avait Kenny Clark et Don Bayas qui étaient là avec leurs instruments et qui improvisaient sur l'image. Textu. Et ça a donné, c'est un film assez intéressant. Quand Un même. film intéressant et une bande sonore magnifique. Alors, mais pour revenir à l'IDEC, alors, moi j'étais pas sûr que j'avais envie de rester. Alors, quand j'ai entendu dire que vous cherchiez un stagiaire, et moi ça m'intéressait énormément, et j'avais vu plusieurs de vos films. J'avais vu Épave, j'avais vu Autour d'un récif, il y en avait un autre. J'essaie de me rappeler. Par 18 mètres de fond. Par 18 mètres de fond. Ça, c'était le premier, non? Ouais. Mais c'était des films qui tournaient dans les ciné-clubs, c'était des films on allait voir. Ah oui. Ah et oui, non. oui, oui. Non, C'était des attendez. films noirs et blancs. Oui. C'était À des ce moment-là, il n'y avait films. pas de couleur. Alors. Non. Bon. Et J'aimerais bien qu'on les remontre, ces films. quand même, mon vieux, mon premier film, qui était par 18 mètres de fond, a été le soir même acheté par Gaumont. Et c'est grâce à ça que j'ai pu faire Épave, avec l'argent du premier. Oh, mais ça m'étonne pas. Ah J'étais oui. pas fou parce que c'était tellement nouveau et C'est tellement compliqué intéressant. tout ça. Le monde du silence, c'était une énorme entreprise. Et à ce moment-là, j'avais tourné 14 courts-métrages pour le cinéma. Et certains d'entre eux avaient été remarqués par Columbia. J'avais un bateau, j'avais inventé les scaphandres qui vont avec. Et Les caméras. j'étais proposé un scénario purement bidon, à Columbia. Et il
il y avait Guinness qui m'avait donné le bateau, qui avait appuyé maintenant d'un Colombien. Il n'a pas mis un sou, mais il avait appuyé. Et le résultat, c'est que Columbia a financé le film, qui m'a rapporté énormément d'argent. Bon, de l'argent que j'ai placé entièrement dans les productions qui ont suivi. Puisque de toute façon, les films coûtaient beaucoup plus cher qu'ils n'en rapportaient. C'est vrai. Et le film avait coûté rien du tout. Hein. Enfin, rien du tout. Pour un modeste officier de marine comme moi, c'était très cher. Et oui. Non, mais pas, moi, quand je suis arrivé sur la Calypso, donc venant de l'IDEC, j'ai commencé par, pour m'apprendre à plonger, ils m'ont collé pendant, je ne sais pas, un mois sur un rocher au large de Marseille, sur lequel il y avait une cabane. C'est le Grand Congloué. Le Grand Congloué. Et après, on est parti avec la Calypso en Grèce et ça a été un voyage extraordinaire. Et à la fin de cet été, parce que c'était en fait, ça ne devait durer qu'un seul été, j'avais encore une année à faire à l'IDEC. Et puis Jacques, à la fin de cet été, m'a dit mon cher ami, est-ce que vous voulez rester? J'ai dit certainement, je suis ravi de rester. Et il m'a dit bon, ben, vous êtes en charge. Alors moi qui ne connaissais rien, qui avait, je sais pas, j'avais 20 ans à l'époque, et qui avait fait juste un peu d'études comme ça. Heureusement, j'avais fait pas mal de caméras 8 mm et même 16 mm. Je connaissais un peu la prise de vue. Ouais. Alors, grâce à ça, tout d'un coup, j'étais en charge non seulement de la prise de vue, mais de la photographie aussi, parce qu'on faisait beaucoup de photos, puisque vous aviez un contrat avec le National Geographic Magazine. Et, bon. Alors, et puis déjà à ce moment-là, Jacques parlait de faire le Monde du Silence. Il faut dire que le Monde du Silence, c'est pas venu comme ça. Il y avait un bouquin, un livre que le commandant Cousteau et Frédéric Dumas avaient écrit. C'était paru juste avant, hein, quelques années avant, enfin, qui s'appelait Le Monde du Silence et qui avait été un très très grand succès de librairie. Et donc, ça s'imposait presque, quoi, de faire un long métrage avec... on disait tout à l'heure qu'il y avait eu d'autres longs métrages sous-marins, Oui. à peu près à la même époque. Il y avait un Italien qui s'appelait Le Sixième Continent. Oui. Puis il y avait le Hans Haas. Mais je crois que Le Monde du Silence était le premier avec des lampes sous-marines suffisamment puissantes. Moi, je me rappellerai toujours la projection au Festival de Cannes. Et Picasso était venu, vous vous rappelez? Et il était sorti absolument émerveillé, parce que pour lui, la découverte incroyable pour tout le monde, pour nous tous, enfin, de ce qu'étaient les couleurs sous la mer, les couleurs et les formes sous la mer, une fois qu'on les révèle avec des caméras et des objectifs adéquats, et surtout des lampes assez puissantes pour percer le bleu sous-marin, c'est évidemment, c'est vrai que dans Le Monde du Silence, il y a des scènes comme ça de récifs coralliens qui sont éblouissantes quand on les voit pour la première fois. Maintenant, si ça repasse aujourd'hui, on a l'impression que qu'on l'a vu beaucoup. Oui. Et puis depuis, vous, dans tous les films de télévision que vous avez fait après, vous avez beaucoup perfectionné. Mais c'était le premier film où vraiment les gens avaient la révélation de ce monde inconnu. Moi, j'ai eu l'impression que c'était au fond pas tellement différent. Pour moi, que d'être un astronaute, quoi. Ouais. Ce qu'a dû être un astronaute à l'époque héroïque c'était pas tout à fait pareil, peut-être, mais c'était quand même... on avait vraiment l'impression de découvrir et de révéler par le biais de la caméra un monde qui était resté secret et inconnu des hommes jusque-là. Il
Vous avez parlé de Picasso. Je vais raconter une histoire quand même, vraie. J'avais donné à Picasso un morceau de corail noir à peu près long comme ça, déjà poli. J'avais expliqué que c'était en le polissant avec les doigts que ça devenait de plus en plus brillant et de plus en plus beau. Bien. Et puis, Picasso, je l'ai revu une ou deux fois, mais c'est tout. Quand il est mort, sa femme m'a écrit en me disant « Picasso est mort en polissant le morceau de corail que vous lui aviez donné. » Hein? C'est quand même extraordinaire parce que ça l'avait frappé. Le monde du silence avait bouleversé. Et pour lui, ce bout de corail, c'était un morceau de ce monde qu'il n'avait pas connu. Hein? Et ça m'avait, moi, beaucoup bouleversé. Vous, qu'est-ce que vous avez frappé? Oh, il faut que vous leur racontiez le poisson camion, non? Ouais, c'est vrai. Ah, vous l'avez connu, vous? Ah bah oui, c'était l'épave du monde du silence, le poisson camion. Ouais. Oui, ça, c'est une histoire extraordinaire parce que ça m'a révélé une donnée que j'ignorais, que beaucoup de gens ignorent d'ailleurs. C'est que les animaux marins, la plupart des animaux marins, grandissent tant qu'ils peuvent manger. Il n'y a pas d'âge adulte. Ils continuent à grandir tant qu'ils mangent. Puis ils arrivent à un âge où ils n'arrivent pas à manger assez, ils meurent. Donc ils peuvent devenir énormes. Énorme, mais rarement. Mais ça peut arriver. Et ça nous a été révélé sur cette épave, comment elle s'appelait Thistlegorn, Thistlegorn, Glasgow. Glasgow. C'était un bateau, un cargo britannique qui avait été torpillé pendant la guerre en 42 ou 43. Thistlegorn. Et là, on a plongé tous, vous aussi, hein, pas mal. Et on avait fait toute la séquence de l'épave, là, la belle séquence de l'épave dans le monde du silence. Et c'est là que, il faut vous le raconter, quelqu'un je ne me rappelle plus quel plongeur qui remonte en disant qu'il avait vu un poisson. Qu'est-ce qu'il dit? Il disait, je crois que c'était Bébert, hein, Falco. Je crois que c'était Dumas, enfin. Il dit, il est gros comme un camion. Comme un camion. Et effectivement, Il était gros. il était gros comme un camion. Et on est replongé. C'était quoi ce poisson? C'était quelle famille? C'était, je sais pas, ça m'appelle souvent un Napoléon. Mais les Napoléons Énorme, en général, énorme, oui. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, on parle de ce poisson camion, mais il n'est pas dans le film. Non. On n'a jamais pu le filmer. Parce qu'évidemment, quand on a vu ce poisson, c'était, je crois, la première fois qu'on l'avait plongé. Enfin, moi, j'étais pas dans la première plongée. Et puis, on n'a jamais pu le coincer avec une caméra parce qu'il avait disparu. Et on l'a revu une fois avec un poisson de la même race et un peu plus petit qu'on appelait le poisson camionnette. Il y avait le poisson camion, le poisson camionnette. Et c'était les mêmes races. Mais on avait peur dans la coursive. Ah oui. Parce qu'il y a une bouche comme ça. Hein. Ah oui, non, ça fait peur, un poisson qui est grand qui est comme la moitié du plafond. Là. Ouais. Gigantesque. C'est très très grand. Il y avait aussi un souvenir, je crois, c'était Enfin, ça, c'est une des grandes séquences du film qui nous est tombé. C'est arrivé par hasard dans l'océan Indien, là, le cachalot, le bébé cachalot, qui se prend dans l'hélice et les autres cachalots qui l'attendent, qui tournent autour et qui finalement. Et puis les requins qui montent. Ça, c'était en plein milieu de l'océan Indien. Très loin, on était vraiment perdu au milieu de l'océan Indien. Et alors, ça a été une journée. C'est une séquence qui a attiré des critiques, après coup. Hein, sur le moment, non. Mais 10 ans après, elle dit, pourquoi est-ce que vous êtes acharné sur ces pauvres requins? Bon, à l'époque, je vous jure qu'on n'avait pas de pitié pour les requins. C'est venu, après, c'est l'écologie qui a tout déclenché.
Mais de même que pour Tartarin, le lion, c'est une sale bête, de même pour un marin, un requin, c'est une bête à détruire à Ouais. tous les coups. Il y a une vieille haine des requins, Et, des marins. alors, on nous a reproché ça 10 ans après, ou 15 ans après, on a reproché d'avoir attaqué ces pauvres requins. Bon. En fait, c'est vrai que l'équipage est devenu fou sur le moment. Ouais. Ouais, c'est- Attrapant n'importe quelle gaffe, hache, pique, pour se précipiter Tuer pour du requin. tuer du requin. Ouais, je me rappelle parce que sur le moment, j'étais comme tout le monde, et puis après, je me suis dit quand même, qu'est-ce qui nous est arrivé? On s'est laissé emporter. Mais il y a vraiment un animal tellement, finalement, je crois, qui vous fait tellement peur, finalement, qui est tellement puissant et tellement dangereux, et surtout dont on a l'impression qu'il est tellement loin dans la chaîne des espèces que son comportement est complètement imprévisible. Alors, ce qui fait qu'on est complètement à sa merci. Et pour ceux qui se rappellent du film, quand on filmait, on descendait à tour de rôle avec la caméra, qu'on rechargeait. Bon, je rechargeais très vite parce qu'on a tourné énormément. On descendait dans la cage et on ne sortait pas de la cage. Hein. Vraiment, on ne sortait pas de la cage et les requins venaient cogner contre la cage en essayant de rentrer. Heureusement, c'était des gros requins. Et, mais je dois dire que c'était. C'est peut-être parce que finalement, moi, j'ai jamais eu. Enfin, j'ai absolument pas rien de comparable comme expérience avec vous, mais moi, personnellement, dans tout ce que j'ai plongé, j'ai jamais eu affaire à des requins qui m'aient fait vraiment peur, sauf ce jour-là. Et ce jour-là, à la fois, puis il y avait aussi on était tellement furieux que ce petit cachalot ait été Dévoré. blessé et que ces requins qui viennent de nulle part, parce qu'il n'y avait rien, il y avait je sais pas, il devait y avoir 2000 mètres de profondeur en dessous de nous. 3000, oui. 3000. Et tout d'un coup, dans l'espace de un quart d'heure, 20 minutes, commencent à monter ces énormes squales dont certains faisaient 6 mètres de long et qui commencent à tourner autour du cachalot. Et puis je me rappelle, ça, on l'avait bien filmé, ça. Et puis à un moment donné, il y en a un, brusquement, qui prend un virage comme ça et qui vient mordre et prendre un morceau de viande, de chair du cachalot. Et après, ça a été absolument la folie, quoi. La folie chez les requins, cette espèce tout d'un coup déchaîné, 15 requins attaquant ce cachalot en même temps, et puis nous, sur le pont, devenant fous aussi. Enfin, c'était quelque chose de très primitif, hein, de très remontant à des réflexes très anciens. Et effectivement, aujourd'hui, où tout le monde est un peu écologiste, surtout aux États-Unis, moi je me rappelle, il y a quelques années, j'avais organisé une projection, j'avais demandé une copie du Monde du Silence pour le projeter à des amis de mes enfants. Et les mères m'avaient beaucoup attaqué en me disant, mais comment montrer à des enfants une séquence aussi violente? Ce qui me faisait un peu rigoler parce que la télévision américaine c'est des télévisions incroyablement violentes, mais quand on tue des gens, ça va. Mais si on tue un animal, on se fait insulter.